En bref, cette semaine, la députée de Vaudreuil réclame la reconfiguration de l'autoroute 30. Le Carrefour Jeunesse présente un bilan positif pour le projet Jardin urbain. Le Festival des couleurs de Rigaud rayonne encore cette année. Et les ailes sont de retour sur le moulin de la Pointe. La fermeture du pont de l'île aux Tourtes en mai dernier a relevé les importants enjeux de circulation qui vit la population de Vaudreuil-Soulanges. La députée provinciale de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, réclame le lancement du projet pilote proposé par la ville de Vaudreuil-Dorion, soit la réconfiguration de la bretelle de l'autoroute 30 Ouest. Je viens vous voir effectivement pour le dernier communiqué de presse qui a été émis de votre part au sujet de la bretelle de l'autoroute 30. Parlez-moi un peu, c'est un projet pilote qui avait été lancé en premier lieu par la ville de Vaudreuil-Dorion. Parlez-moi un peu de cette problématique ou de cette solution. Oui, en fait, c'est une solution. C'est une solution facile. Oui, c'est la ville de Vaudreuil-Dorion. On en avait parlé. Dans ce temps-là, nous, on était au gouvernement là, vers la fin du dernier mandat. Le maire était venu me voir et m'a dit il y a vraiment une problématique, puis je pense que ça serait facile à régler. Donc, le crédit est à la ville de Vaudreuil-Dorion qui, je dois dire, travaille super bien puis apporte des belles idées. Puis il nous avait suggéré, entre autres, là, de faire la bretelle, disons, de la 30 vers la 40S, de la faire comme en voie double, en fait, de changer le lignage. C'est simple, là, on change du lignage par terre, puis ça vient désengorger l'accès pour l'autoroute 40S. Puis ça décourage aussi les citoyens un peu plus pressés là, qui décident de passer dans Vaudreuil-Dorion là, pour couper dans les petites rues pour se rendre un peu plus loin jusqu'au pont de l'île aux Tourtes. Donc c'est une belle solution proposée par la ville, facilement envisageable, que j'ai rapportée au ministère des Transports. Donc j'ai abordé le ministre avec cette solution-là. J'ai reçu une belle ouverture, mais depuis, rien. Donc voilà, je relance le ministre des Transports, M. Bonnardel, pour lui dire, écoutez, là, c'est une solution facile à faire. Puis moi, j'ai pas de problème. Si le ministère des Transports n'a pas le temps ou veut pas le faire, je pense que la ville de Vaudreuil-Dorion sont bien équipés pour le faire. Je suis prête à fournir la peinture. Oui, parce que c'est du lignage, en fait. Là. C'est du lignage. C'est du lignage au sol. Puis je sais que le ministère des Transports a déjà fait des relevés de la circulation, a déjà étudié. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on attend, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Bon, j'ai pas trop insisté parce qu'il y avait beaucoup de personnes en télétravail, mais maintenant que le télétravail est terminé, là, bien, les gens là, recommencent à emprunter le pont des Îles-aux-Tourtes, à se rendre à Montréal. Puis je tiens à le dire, là, c'est pas juste pour la population de Vaudreuil. Bien sûr, je travaille pour mon côté, puis je pense à mes citoyens avant tout, mais je pense aux citoyens de Soulanges aussi, qui doivent emprunter soit l'autoroute 30, on fait une section de l'autoroute 30 pour utiliser la 40S. Je pense à eux aussi. C'est vraiment une solution toute simple à régler, quelque chose de facile à faire. Donc, je demande une certaine collaboration du gouvernement de la CAQ et du ministère des Transports. Puis là, au mois de mai, il y a eu la fameuse fermeture du pont de l'île aux Tourtes. Oui. Donc, le Québec a été un peu réveillé, le Québec entier, là, quelque part, a été un peu réveillé à cette problématique qu'il y a ici, dans le passage de Vaudreuil vers l'Ontario. Donc, d'après vous, pourquoi les choses ne vont pas plus vite? On parle, on jase pour jaser, là. Bien, en effet, moi, je le dis, là, le comté, la région, là, Vaudreuil-Soulanges, là, on est deux comtés en explosion démographique. Hein, fait qu'on a beaucoup de gens là, qui viennent s'installer ici. Puis on est dans une situation géolocalisation, là, 20, 30, 40. Puis il y a beaucoup de transports. Hein, on a des pôles logistiques. Il y a le port à Beauharnois. Fait qu'on est dans une situation où ça transige beaucoup. Hein, l'autoroute 40, on le sait, c'est la transcanadienne. L'autoroute 20, il y a beaucoup d'aménagements à faire sur l'autoroute 20. L'autoroute 40, le pont de l'île aux Tourtes est à refaire. L'autoroute 20, on a une section qui est un boulevard urbain. C'est le seul endroit à travers le Canada où on a un boulevard urbain avec des feux de circulation. Puis d'ailleurs, récemment, il y avait une décision du ministère des Transports. J'ai abordé le ministre à cet effet-là pour rajouter un feu de circulation devant le poste de la Sûreté du Québec. C'est vraiment pas une situation idéale, là. C'est déjà engorgé le matin avec les feux de circulation aux 100 mètres. Là. Fait que c'est pas une bonne idée d'en rajouter un de plus. Donc, je pense qu'il y a des améliorations faciles à faire, comme le projet pilote de la bretelle 3040. Il y a des améliorations un peu plus complexes, il faut le dire,
parce qu'il ne faut pas que les citoyens pensent qu'on refait l'autoroute 20 comme ça ou qu'on refait le pont de l'île aux Tourtes comme ça. Ça prend des études environnementales, ça prend des tracés. Mais à un moment donné, là, il faut s'asseoir et regarder où on met les priorités. Là. Le comté de Vaudreuil, là, peu importe les allégeances politiques, peu importe la couleur, mérite qu'on s'assoie et qu'on regarde les problèmes ici de congestion routière. Puis, je suis de celles qui pensent qu'on doit aussi améliorer le transport en commun. Il faut penser au REM, il faut penser aux autobus électriques, aux voies dédiées pour les autobus électriques, aux voies dédiées pour le transport en commun, pour les autos, le partage en voiture. Donc, il faut penser à tout ça. C'était l'heure du bilan au Carrefour Jeunesse Emploi à Vaudreuil-Soulanges, en concluant le projet Jardin urbain tenu à l'Atelier paysan à Vaudreuil-Dorion, qui visait à aider les jeunes présentant des obstacles à l'emploi. Nous nous sommes entretenus avec la directrice générale Ève Bellec à ce sujet. J'étais là au début du lancement du projet Jardin. C'était le lancement de la campagne, si on peut dire. J'ai eu la chance d'aller en plein milieu du projet, à l'Atelier paysan, faire un autre reportage. Et là, je suis au bilan. Le bilan. Qu'est-ce qu'on retient? Oui, bien en fait, premièrement, merci d'avoir été là dès le départ, effectivement, parce que vous nous avez aidés dans le recrutement. Je suis certaine que les gens ont vu ça passer puis en ont parlé dans leur entourage. Fait que c'est vraiment apprécié. Alors, le bilan, finalement, des jardins urbains, on a eu 8 jeunes qui se sont inscrits, 7 qui ont terminé et 6 qui sont présentement en emploi, dont un qui n'est pas en emploi, mais c'est pas parce qu'il n'est plus avec nous, c'est juste que lui, c'est peut-être plus un retour aux études. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, les démarches, mais sinon, on peut dire que sur nos 8, dans le fond, il y en a 7 qui ont atteint 100% de leurs objectifs. C'est pas rien. Donc, l'objectif du projet est atteint. C'est une réussite. Oui, parce qu'on se rappelle que ces jeunes-là, c'était des jeunes qui étaient ni à l'école, ni en emploi et qui n'étaient pas inscrits dans un projet de vie. Alors, pour la plupart, si vous avez eu la chance de venir aujourd'hui, vous les avez entendus, ils étaient à la maison, enfermés dans leur chambre. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils valaient, dans quoi ils étaient bons, ce qu'ils pouvaient faire. Donc, tout au long du projet, ils ont appris à se connaître et à développer des connaissances et des compétences. Et aujourd'hui, bien, ils sont autonomes sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, disons, au niveau travail? Est-ce que tu t'es trouvé un nouvel emploi? Est-ce que tu penses te diriger dans l'agronomie, le jardinage? Ça, c'est une très bonne question. Au départ, je m'intéressais vraiment à tout ce qui était agriculture. À longue, j'ai juste réalisé que pour tous les efforts, c'était pas assez payant. Donc, à force de faire les kiosques de vente puis tout, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça, la vente. Puis j'ai réussi à me trouver un job justement en vente. Tu sais que j'ai des commissions, puis ça, c'est de quoi que j'ai aimé. C'est de quoi que j'ai pu, trouver une passion que j'avais, que je savais pas avant. L'été, ton expérience, comment tu l'évalues? Tu sais, moi, j'étais pas quelqu'un qui aimait jardiner dans la vie. Ça n'a pas nécessairement changé. Mais, tu sais, ce que j'en tire de mon expérience, c'est la fierté d'avoir terminé un projet. Je suis quelqu'un qui n'avait pas réalisé de projet avant dans la vie. Fait que c'est quand même une belle fierté pour moi, tu sais, d'avoir réussi du début jusqu'à la fin, malgré les difficultés. Puis, tu sais, tous les outils aussi qu'on a appris, la connaissance de soi aussi, je l'utilise encore beaucoup. Puis l'organisation, organiser son temps, tout ça, ça m'a été vraiment, vraiment utile. Et là, tu dis, je me connais plus moi-même. Oui. Professionnellement parlant, au niveau carrière, au niveau travail, qu'est-ce que tu as réalisé? Est-ce que tu vas t'en aller en agriculture, en jardinage ou autre chose? Bien, j'ai réalisé que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment attiré par aider les personnes. Puis j'ai un grand côté artistique. Donc, moi, présentement, l'emploi que j'ai, c'est éducatrice dans une garderie. Alors, j'aide des jeunes, puis je peux être créative avec eux pour faire des bricolages, des projets. Fait que je suis vraiment, vraiment comblée, tu sais. Tenu avec certains participants, et c'est toujours ça qui ressort, et ils ont appris à se connaître. Certains n'iront pas en tant qu'agriculteurs ou jardiniers, jardinières, mais ils ont appris à se connaître puis ils se sont trouvés d'autres emplois. Exact, parce que c'était pas le but du projet de devenir un jardinier. Mais c'est que nous, on voulait, dans le fond, casser un petit peu la théorie puis mettre de la pratique dans tout ça. Donc, en faisant un projet de jardin, bien, veut pas, oui, on développe des connaissances au niveau agriculture, horticulture, mais surtout, on apprend à travailler en groupe, en équipe.
la ponctualité, l'horaire, la routine, travailler sous la chaleur, apprendre à se gérer dans différents contextes. C'est vraiment de l'expérience terrain concrète. Donc, le matin, on voyait quelque chose en théorie, mais c'est drôle, l'après-midi, souvent, on le mettait en pratique. Puis là, bien, avec les counseling, une fois par semaine avec les intervenantes, bien, on pouvait voir qu'est-ce qui allait bien, moins bien, puis on se développait là, davantage. Oui, vous appreniez en même temps aussi, effectivement. Exact. Est-ce qu'on peut dire que comme le projet était réussi, on peut avoir une deuxième version? On croise nos doigts. Hein? Là, à cette étape-ci, c'est ce que je peux faire. Les fonds ne sont pas annoncés. C'est un programme Je me, dans le fond, qui est financé 100 par Service Québec. Pour le moment, les fonds ne sont pas annoncés, mais c'est certain qu'il y aura un intérêt pour développer un autre projet. C'était du 9 au 11 octobre dernier qu'a eu lieu la 23e édition du Festival des couleurs de Rigaud. Après une absence d'1 an, le festival est revenu en force cette année. C'est ainsi que se sont déroulées une multitude d'activités où l'équipe de C'est sur la télé y a participé. Racontez-moi, cette année, bon, il y a eu une pause l'année passée, une pause, on va dire, obligée, n'est-ce pas, qui n'était pas prévue. Vous revenez cette année. Vous êtes l'organisatrice, évidemment, de l'événement. Quels ont été les défis pour organiser un événement comme celui-ci? Des grands défis. Oui, en effet, en 2020, on a pris une pause obligatoire parce que l'événement était prêt, mais on a dû l'annuler. Dû aux obligations, là, en fait, à ce que la santé publique nous a pas recommandé, mais plutôt dirigé vers ce type de décision-là. Mais c'est correct, on a trouvé toutes sortes de façons là, de développer une nouvelle programmation pour 2021. On a aussi repensé le site. Parce que, bien sûr, il fallait répondre aux directives là, de la santé publique. Entre autres, pour nous, cette année, c'est la preuve d'identité, le passeport vaccinal, donc les gens doivent être adéquatement vaccinés. Aussi, on avait besoin de faire une inscription en ligne parce qu'on doit tenir un registre aussi au cas où il y aurait une éclosion. Et avec ça, si les gens n'ont pas la technologie pour pouvoir s'inscrire en ligne, d'être capable de les accueillir tout de même avec une billetterie sur place. Donc, un système d'entrée, de sortie qui respecte les consignes sanitaires et aussi d'informer. C'est dans la communication que je vous dirais que le défi est encore tout aussi grand. De bien informer les gens parce que au niveau des festivals, c'est bien d'indiquer qu'on doit se soumettre à toutes ces directives-là, sinon on ne peut pas faire d'événements. On y va avec une formule allégée au niveau du site. On a rapetissé l'espace parce qu'on a calculé aussi notre gestion, notre capacité de gestion à nous, notre gestion de risque en temps de pandémie, mais aussi notre capacité d'accueil parce qu'on est une toute petite équipe. Donc, il faut être en mesure de s'assurer qu'on est capable de bien répondre aux festivaliers, de s'assurer que leur expérience ici est optimale. Donc, on a rapetissé l'espace. On s'est concentré vraiment dans le parc Chartier de Lotbinière et on a une variété de spectacles. On a 6 spectacles qui sont présentés sous le grand chapiteau, une capacité d'accueil de 500 personnes assises. Les frais d'entrée sont minimes. C'est 2 $ pour entrer sur le site pour toute la journée. Donc, pour voir les spectacles, pour voir l'animation déambulatoire avec les personnages fantastiques, de pouvoir aller au marché des saveurs, rencontrer les producteurs agroalimentaires, faire des achats aussi pour encourager nos producteurs et nos artisans aussi qui ont travaillé là, toute l'année là, pour se préparer à cet événement-là. Donc, le 2 $, c'est un don. C'est un don par personne que les gens font à partir de 6 ans et plus, bien sûr. Puis ça nous permet à nous de pouvoir assurer une suite. Parce que le Festival des couleurs de Rigaud est un organisme à but non lucratif. Hein? C'est une corporation, ça appartient pas à la Ville, mais la Ville en est tout de même un partenaire important. Mais c'est important de le mentionner, que les gens comprennent que c'est un organisme à but non lucratif. Donc, notre but à nous, c'est de produire un événement et de pouvoir avoir une suite, une continuité année après année. On a fait beaucoup de calculs, beaucoup d'ajustements, mais ce qu'on sait, c'est que ce qu'on va présenter, ça va être un événement de qualité. Puis il n'y a pas juste le parc Chartier de Lotbinière, il y a aussi les sentiers de l'Escapade, où est-ce que cette année, pour une première fois, on a un rallye patrimonial, historique, dans les sentiers, à partir du parc Chartier de Lotbinière, où est-ce que sur à peu près 1 kilomètre et demi, il y aura une quinzaine de questions sur l'histoire de la montagne, de Rigaud, de
ça, Vaudreuil, du Soulanges, tout ça dans son ensemble. Ça déroule la journée à date? Merveilleusement. Les couleurs d'automne, les délicieuses odeurs de savon, ça va très bien. C'est la première fois que vous venez au Festival des couleurs. Oui. Et qu'est-ce que vous avez découvert à date? On a découvert plusieurs commerces locaux et c'est cool. C'est une belle visibilité. C'est beaucoup des gens de la région également. Fait que ça me permet de montrer mes créations, mes nouvelles créations d'automne. C'est super le fun. Écoute, il y a une ambiance, là. Il y a de la musique en arrière de nous. Il y a plein de kiosques avec des artisans locaux. J'ai acheté plein de petits trucs, des bijoux, des fleurs pour l'hiver. Puis en bas, ici, en bas de la montagne, on a plein de couleurs. C'est magnifique. Venez, les gens sont de bonne humeur. Ils sont tous souriants, ils sont tous de bonne humeur. Puis le soleil est au rendez-vous, fait que... Mais vraiment, là, je pense que les gens sont contents de sortir. Ça leur fait du bien. Ça paraît. Tout le monde est de bonne humeur. Après 5 ans d'absence pour réparation, les ailes sont de retour sur le moulin au parc historique de la Pointe du Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Le directeur général nous explique les défis de la restauration de ce monument classé historique. Je suis avec Charles-Olivier Belle-Rose Bélanger. Un grand événement. C'est pas encore l'inauguration officielle, mais c'est officiel. Les ailes sont posées sur le moulin. Absolument. Ça fait 2 semaines, en fait, que les ailes sont arrivées. Après 5 ans d'attente, en fait, en juin 2016, on a eu la triste nouvelle que les ailes étaient tombées pour une raison simple. Le bois a tendance à pourrir dans les joints entre les ailes et le gros arbre. Donc, on est vraiment, vraiment content, naturellement, là, d'avoir les ailes aujourd'hui. Après 5 ans d'attente, c'est vraiment un grand événement. 5 ans d'attente, quand même, tout un travail. Pourquoi que ça a été si long? Il y a plusieurs raisons. En fait, premièrement, les travaux sont commandés par le gouvernement du Québec. Plus précisément, la SODEC, qui est une filiale du gouvernement. SODEC, vraiment du côté immobilier. Quand ils commencent des travaux de cette ampleur sur des bâtiments patrimoniaux, on doit commencer avec des fouilles archéologiques qui ont commencé au printemps 2018. Ensuite, on a eu les inondations qui ont retardé le début des travaux sur presque une période de 4 mois. Ensuite, quand ils ont commencé officiellement les travaux, on a aussi la pandémie qui a retardé avec l'augmentation des prix des matériaux. Donc, on a eu un autre 4 mois d'attente. Puis là, on est rendu à aujourd'hui, là. Puis on est content. Même si ça a été très long, on a été patient. Puis ça en a valu le coup parce que le moulin, il est grandiose, là. Effectivement, il est magnifique. Il brille dans le ciel bleu en arrière. Ses ailes sont d'un beau jaune. Là, on parle de... C'est un bois spécial que vous avez, un bois spécial que vous avez utilisé là, pour la fabrication. Oui, en fait, ça prenait du bois solide pour les ailes et la queue du moulin. Donc, ces 2 pièces de bois sont en pin de Colombie-Britannique. Colombie-Britannique. Est-ce que c'est un pin, un morceau de bois qu'on utilisait pour les modes bateau, peut-être? J'en ai aucune idée, donc je ne me prononcerai pas sur la question, mais c'est très plausible, là, étant donné que c'est vraiment un bois qui est solide. On avait aussi du bois d'épinette noire qui était utilisé, je pense, à l'époque pour ces matériaux, mais cette année, en fait, pour les travaux du gouvernement, ils ont opté pour un autre bois qui est très solide aussi, qui est le pin de Colombie-Britannique. Pour le bonheur des gens, on a finalement enlevé les grilles, les clôtures qui barraient l'accès. Alors, je vois qu'il y a foule aujourd'hui, une belle journée d'automne. Est-ce que la réouverture du moulin pour la visite intérieure va reprendre bientôt? Oui, en fait, l'inauguration officielle du moulin à vent de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot va se faire le 28 octobre prochain. Donc, le grand public est invité, mais aussi tout le milieu culturel de Vaudreuil-Soulanges et du Grand Montréal. Bref, tout le monde va être invité à célébrer cet événement qui est quand même historique parce qu'on parle ici du moulin le plus vieux et fonctionnel non seulement de la province, mais du pays en entier. Donc, le 2e moulin fonctionnel est à Charlevoix. Mais le nôtre à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est un peu plus vieux. Donc, on est très fiers de dire qu'on est le moulin le plus vieux et fonctionnel de la province. La municipalité des Coteaux lance une toute nouvelle exposition permanente Fragments de mémoire à l'édifice Laurier-Léger. Cette exposition riche en histoire se veut un hommage au patrimoine maritime de la région. De plus, des artefacts étonnants trouvés au fond de l'anse au bateau y sont notamment dévoilés.
C'est une exposition hyper intéressante parce que c'est une exposition qui a commencé par une initiative citoyenne. Madame France Richer a trouvé des artefacts et simplement a contacté la municipalité de Lécoteau pour faire une exposition. Puis c'était un beau projet, mais comme ça arrive souvent, c'était des fouilles fortuites. On a découvert, bien sûr, comme c'est le cas, tout ce qui est dans le fond de l'eau appartient au gouvernement provincial, donc il a fallu impliquer le ministère de la Culture et des Communications, et aussi le laboratoire archéologique qui a aussi donc est devenu propriétaire des artefacts. Et c'est à partir de ça qu'on a commencé l'exposition qui était à partir des artefacts qui ont été trouvés près en face de la municipalité de Lécoteau. Et à ce moment-là, la citoyenne en question, c'est ça, elle a trouvé les artefacts. Et puis, donc c'est ça une initiative à quelque part, donc de faire une exposition? Oui, elle désirait pour que les gens puissent profiter de ces artefacts-là. Et en faisant de fil en aiguille, bien, on s'est impliqué dans le projet, donc le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. On fait ça avec plusieurs municipalités. Et donc, on est parti de les 407 fragments artefacts qui ont été trouvés pour faire une exposition qui explique un peu le rôle de Coteau Landing, la première noyau villageois de Lécoteau, pour voir au niveau de la navigation, comment ça s'impliquait, comment ça s'intégrait dans tout ça, tous les mouvements sur le fleuve. Et donc, c'est principalement des artefacts du 19e siècle. Et là, c'était de mettre ça en exposition, on a pris à peu près une centaine d'artefacts et on les a mis donc en vitrine, on les a expliqués, on a trouvé les éléments qui étaient plus intéressants et ça a commencé comme ça. Et donc, c'est un projet qui a duré environ. Bien entendu, la COVID a limité un certain temps, une période d'1 an où ça n'était pas possible de continuer. On a donc mis ça un peu sur la glace, mais après ça, on l'a réussi à terminer et ça vient d'être ouvert donc en septembre et elle est accessible aux visiteurs les fins de semaine jusqu'au 21 novembre de cette année. Puis par la suite, ça va être ouvert de façon périodique. Donc, on a pris ces artefacts. Il y a eu un rapport d'archéologue, M. Olivier Gratton, qui a travaillé sur ce projet-là. Et donc, nous, on a pris son rapport, on a bonifié, on a fait des textes. Puis, comme je vous le disais, c'est l'idée de mettre tout ça en mémoire, parler de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent et sur le lac Saint-François. Donc, les gens oublient, mais c'est une voie navigable très importante. On a 8 canaux historiques de Pointe-des-Cascades, de Coteau-du-Lac. Il y avait déjà des navires à partir même des missionnaires et des Amérindiens, des Premières Nations, qui naviguaient sur le fleuve et qui étaient établis. Donc, c'est d'expliquer tout ça jusqu'à aujourd'hui. Quels ont été les défis pour vous en tant que chargé de projet? Bien, il faut penser aussi, j'ai été chargé de projet, mais on était toute une équipe. Donc, les textes, la mise en scène, c'était ma collègue Edith Préjean qui a fait ça. On avait quelqu'un aussi pour la recherche, qui était M. Jean-Luc Brazeau. Donc, il faut penser vraiment que c'était une équipe et tout ça, mais il fallait aussi, pour la municipalité, il y a eu beaucoup de défis parce qu'on transformait un ancien bureau, l'ancien bureau du greffier à l'époque où c'était un palais de justice. Donc, on a transformé un bureau pour en faire une salle d'exposition. Donc, il a fallu repeindre, ajouter de l'éclairage, ajouter de la climatisation, parce que c'était demandé aussi par le ministère qui prêtait ces artefacts. On a un système d'alarme également, puis il y avait aussi tout le côté conservation. Les objets ne devaient pas être restaurés, donc on les voit tels quels comme ils ont été trouvés. Sur certains, on retrouve même des algues séchées. On voit de la poussière aussi, du sable, mais ça, c'était volontaire. On a donc des vitrines qui sont conçues, qui sont hermétiques, avec des matériaux de conservation à l'intérieur qui permettent de tempérer la température et l'humidité. Le bois choisi, c'est la même chose. C'est un bois particulier, cyprès, qui ne dégage pas comme certains bois, des cols, etc. Donc, c'était vraiment une des façons de faire. Le 8 octobre dernier, à l'Arena Salaberry de Valleyfield, les Braves ont encore une fois plié l'échine face aux Inuks de Granby pour un deuxième match de suite à domicile. Une partie difficile où nos Braves ont tiré de l'arrière tout au long de la rencontre, se terminant par la marque de 8-5 pour les Inuks. On vient d'avoir un match assez difficile, très physique aussi. La confrontation, elle n'a pas aidé non plus. Avez-vous quelques commentaires là, sur les performances de votre équipe?
Je pense qu'on démontre beaucoup de vouloir, beaucoup d'énergie, mais on est une équipe jeune. On a de la maturité à développer, à aller chercher. Ça va venir avec l'expérience. Ça fait juste 8 games. L'année est longue justement pour ça. Je pense qu'on est capable de s'améliorer, terminer en force puis rentrer fort dans les séries. C'est encore loin, c'est sûr, mais c'est sûr qu'on pense déjà à ça. Notre but ultime, ça serait de tout gagner. Fait qu'à toutes les parties, on aimerait ça s'améliorer. En parlant un peu d'expérience, bon, tu es une nouvelle recrue dans l'équipe, mais tu n'es pas à ta première année quand même de hockey. On s'attend à ce que tu amènes un peu de maturité puis aussi de vivacité. Là. Tu es un centre là, qui est supposé mettre en feu la glace. Est-ce qu'on sait un peu les objectifs qu'on a? Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment été amené ici justement pour amener de la vitesse, du leadership. Je suis un gars qui parle beaucoup d'émotions. Fait que c'est ça que j'essaie de faire à toutes les parties. Moi aussi, j'aimerais ça m'améliorer avec l'équipe, essayer de monter les gars, essayer d'être un leader positif, jamais m'affaisser. Fait que c'est ça que j'essaie de faire à tous les soirs. Bon, tu es un petit gars qui vient de Gatineau, si je me trompe pas, donc tu découvres un peu la belle région de Valleyfield. Comment se passe l'intégration avec l'environnement ici? Ça se passe bien. Vraiment, je peux dire, après 4 ans dans le junior, Valleyfield, c'est les meilleurs partisans que j'ai jamais rencontrés. Fait que ça l'aide. Ils sont tous gentils, tous accueillants. Les joueurs sont incroyables. Toutes des personnalités spéciales, des bonnes personnes. Fait que depuis mon premier jour, j'ai vraiment été inclus comme j'aurais aimé, puis même encore plus. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne semaine. Partez sur la route. Il y a beaucoup de travail à faire. Fait que j'espère avoir la chance de se reparler plus tard dans la saison. J'aimerais ça. Merci beaucoup. Merci. David Rochon, entraîneur-chef. Un dur match, une défaite crève-cœur, de la confrontation qui n'a pas été payante pour l'équipe quand même. C'est un mauvais début de match. Je pense qu'une défaite crève-cœur, c'est plus une défaite en fin de match ou en prolongation ou quelque chose tu mènes. Là, on a tiré de l'arrière tout le match. Ce qui est dur, c'est qu'on manque beaucoup de confiance. À chaque fois qu'on revenait dans le match, on s'en faisait scorer un aussi, suite à un mauvais départ aussi. Fait qu'on n'a jamais réussi à rattraper. Même si on a quand même bien fait en deuxième et en troisième, on n'a jamais rattrapé le gap. Il faut continuer d'être en mode solution. Voici la nouvelle vidéo de l'organisme d'action bénévole L'Actuel, réalisée dans le cadre de sa campagne « Avant de donner, pensez donc ». Cette semaine, pour la première fois à l'écran, Christiane Lévesque. On la retrouve chez elle dans la cuisine, dans le sketch « À quoi servent vos dons ». Hey, là, je suis plus capable. Ça va faire. Qu'est-ce qui se passe, maman? Il se passe qu'on a trop de plats, puis il va falloir aller en donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Là, c'est qui ça qui a besoin d'un vieux pot de yogourt? Tu sauras qu'on a toujours besoin d'un vieux pot de yogourt pour congeler de la bonne sauce à spag. Saviez-vous, Christiane, que des articles comme un vieux pot de yogourt en plastique, sauf les Tupperware évidemment, ne peuvent pas être vendus en boutique? S'ils ne peuvent pas être vendus, ils ne peuvent pas financer les services offerts à la communauté. Oui, c'est vrai, je vais les garder mes plats.